Bienvenue dans ce 6e épisode de La Joie de la semaine. Encore une fois, cette semaine, je vous parle d'événements que je surveille la semaine prochaine, notamment le retour de AI Salon Montréal pendant le EAI, donc le 18-19 février prochain. J'ai également des initiatives dont je vais vous parler, beaucoup de prix de rayonnement, donc je vous en parle tout à l'heure. Je vous parle également des nouvelles qui ont attiré mon attention pendant la semaine, comme le succès de Whale Seeker à l'international. Si vous ne connaissez pas cette entreprise-là, je vous en parle un peu plus tard, mais bravo. Et également, une petite mention sur justement des petits troubles qui se passent au niveau du capital de risque et de l'accès finalement au financement en début de parcours. Et pour terminer, un commentaire sur ma présence au Sommet Main cette semaine. Donc, je vous reviens sur ce que j'ai retenu et ce qui pourrait être pertinent pour les entrepreneurs. Nous sommes le 13 février 2026. Je m'appelle Guillaume Lajoie et en direct du studio de Startup Fest à Axé, vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment sur la tech au Québec. Donc, on débute. Pour commencer, donc, ce qu'on surveille pour la semaine prochaine, 5 événements, 5 initiatives, encore une fois, cette semaine. Bien entendu, rappel amical, comme à chaque semaine, vous pouvez m'écrire à nouvelle@lajoiedelasemaine.com pour toute initiative que vous souhaitez partager et que vous aimeriez que je parle en ondes la semaine prochaine. Donc, écrivez-moi. Donc, pour débuter la semaine prochaine, plusieurs événements intéressants. Et d'ailleurs, dans les dernières épisodes, souvent, je faisais comme des échos sur les prochaines semaines à venir. Je vais essayer de rester plus sur ce qui se passe la semaine prochaine parce que, justement, ça bouge beaucoup. Des événements beaucoup qui ont lieu. Puis, c'est difficile, on a de la misère à prendre l'avance. Vous allez peut-être écouter ça le vendredi midi à l'heure de diffusion, mais également peut-être au cours de la fin de semaine et en début de semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, la semaine prochaine, à partir du 16 février, on a 7 Brébeuf, un événement intéressant là, qui a lieu justement à Brébeuf pour les jeunes qui sont un peu plus en début de parcours. Mais si vous êtes plus vieux, je ne sais pas si vous pouvez y aller, mais c'est quand même accessible, avec Dax Da Silva et Vicky Boudreau de Elist. Donc, c'est intéressant. 2 grandes figures. On espère un peu inspirer l'entrepreneuriat chez les plus jeunes, ou en tout cas, je le souhaite. Et également, à compter de lundi, c'est la semaine entrepreneuriale de Poly-Entrepreneuriat. Donc, ça, c'est le club étudiant de Polytechnique pour les entrepreneurs. Donc, une belle semaine avec beaucoup d'activités, notamment avec Nicolas Duvernois, mardi, et AQC Capital en lunch le mercredi. Pour continuer, le 18 février, j'ai vu ça d'ailleurs, cet événement-là, dans un calendrier partagé là, qui s'appelle Montreal Startup Guide. J'en ai peut-être parlé la semaine dernière, mais ça a repris du galon. Donc, je suis super content d'avoir cette revue, finalement, avec plusieurs événements qui se passent à Montréal. Donc, je vous partage un de ces événements-là que j'ai entendu sur cette tribune. Donc, c'est le Female Founder Network Breakfast qui est aux Connexions Ralia, un événement là, qui a lieu dans un restaurant sur le boulevard Saint-Laurent. Allez voir ça. C'est organisé par Géraldine Juppé notamment. Puis, il va y avoir Lara Aymon d'Iris et Arlo, si vous ne connaissez pas également. C'est des produits de santé féminine, biodégradables. C'est vraiment excellent comme compagnie. Et Lara est excellente. Et il y a Mia Ehrenberg de Ralia Realty qui va être là. Belle opportunité pour les femmes entrepreneurs. N'hésitez pas. Et comme je vous disais en intro, il y a AI Salon de Montréal qui revient en parallèle de EAI. Donc ça, c'est le 19 février, jeudi soir. Et un seul événement peut-être bien d'avance que je vais vous mentionner, c'est le 5 à 7 Québec Tech le mardi 17 mars à Québec. C'est pas organisé par Québec Tech, étrangement. Ça s'appelle Québec Tech, mais c'est par Le Camp avec Fasken RBCX à Québec. Donc, n'attendez pas. C'est à la mi-mars, il me semble le 18 mars, si je ne me trompe pas, ou le 17 mars. Donc, prenez votre billet à l'avance. Ça risque de partir très vite. Et en rappel, la semaine prochaine, en plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, on avait Vecta, que j'ai parlé la semaine passée de Propulsion Québec. J'y serai d'ailleurs, si jamais vous y êtes. Le choc de l'innovation climatique Esplanade Québec. Mes amis d'Esplanade, j'espère que vous allez passer un bel événement. J'avais pris mes billets. Pas sûr que je serai là, parce que j'ai également le IM sur le Defense Tech le mercredi soir et également Transnum ici à Axé qui ont lieu, plus plein d'autres affaires. Fait une semaine bien remplie. Choisissez bien vos événements. Bien entendu, comme je vous ai dit, la semaine dernière, ça ne vaut pas la peine d'aller tout faire. Et shout out to l'agenda de René et le portail main pour trouver tous les événements que je viens de vous mentionner. Parce que moi, je fais une curation. Je ne fais pas une liste exhaustive, on vous rappellera. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, les 5 initiatives qui ont retenu mon attention et qui pourraient être intéressantes pour vous, c'est toutes des prix. Et le premier, probablement qu'à l'heure que vous allez écouter ce podcast, si vous l'écoutez trop tard, c'est-à-dire lundi prochain, il sera trop tard parce que le prix des changements climatiques qui peut offrir jusqu'à 150 000 pour une levée de ronde en pre-seed, 250 000 en seed pour les entreprises qui vont réussir le prix et que ça va être dévoilé pendant le mois de juin lors de l'événement. N'attendez pas parce que vous avez jusqu'au 15 février pour déposer votre candidature. C'est dimanche. Donc, et ça ne risque pas d'être prolongé.
Sinon, d'autres prix, si vous êtes dans d'autres secteurs d'activité, notamment le prix AbbVie des innovateurs en biotechnologie, date limite le 20 février, pour les jeunes entreprises qui sont dans le secteur, mettons, disons, oncologie, neurosciences, immunologie, etc., et qui sont en phase de démarrage, qui voudraient avoir accès à des bureaux au Centre d'innovation Admaré de Montréal, donc dans Ville-Saint-Laurent, l'accès au laboratoire, l'accès à des bureaux, de l'équipement partagé. Je pense que ça vaut la peine, si vous êtes dans ce secteur-là, déposer votre candidature dès maintenant. Également, date limite le 20 février, le prix PDG Vert. Shout out to Benoît, ancien de Québec Tech, qui est chez Eco Stratégie maintenant. J'ai vu ça passer. Célèbre le leadership des dirigeants et des dirigeantes d'organisations établies au Québec qui sont engagés en faveur du développement durable. Je lis la description sur leur site web. Donc, le prix PDG Vert, vous avez jusqu'au 20 février pour déposer votre candidature. Et le dévoilement des lauréats sera lieu le 22 avril, lors du Jour de la Terre à la Maison Alcan. Beau prix de rayonnement. Donc, déposez votre candidature. Et ensuite, un autre prix, mais cette fois-ci en AgTech. La date limite est le 13 mars. Ça vient quand même aussi rapidement. Mais le prix AgTech, bien entendu, c'est pour récompenser les entreprises qui pensent à l'avenir de l'agriculture québécoise et la bioéconomie. Il y a quatre prix qui seront remis. Startup, leader d'influence, innovateur de l'année, relève d'avenir. Fait que c'est pas nécessairement uniquement des petites entreprises. Et ça sera remis, bien entendu, encore une fois, dans un événement dont le grand colloque AgTech du Québec, organisé par la zone AgTech. Donc, si vous avez une entreprise dans ce secteur-là, bon prix, n'hésitez pas et n'attendez pas. Et pour terminer, beaucoup de gens l'attendent chaque année. Ça revient 3 fois ou 4 fois dans l'année, souvent plus 3 fois. Mais c'est le primo-adoptant du gouvernement du Québec avec le ministère de l'Économie. Une bonne façon d'obtenir un financement pour faire des premiers projets pilotes avec des entreprises payées. Donc, une partie du financement qui est couvert. Vous pouvez regarder tous les critères d'admissibilité, ce que vous devez déposer, où est-ce que vous devez être et dans quel secteur ou en tout cas dans quel niveau de croissance de votre entreprise vous devez être. Un certain niveau de croissance qui ne seront pas admissibles. Également, même chose pour les PME et des organismes avec lesquels vous allez travailler pour le primo-adoptant. Mais vous avez jusqu'au 3 avril pour déposer. Les informations sont toutes sur le site web. Toutefois, une des conditions qui est importante, c'est que vous devez être accompagné par l'un des 42 incubateurs ou accélérateurs qui sont listés par le MEIE. Il y en a plusieurs qui sont accès, il y en a plusieurs en région. Allez voir la liste, voyez si vous êtes accompagné. Et ça vous rappelle justement que ce genre de financement-là, qui sont très intéressants, bien, ça nécessite que vous soyez accompagné. Donc, c'est toujours bien pertinent de l'être. Et pour terminer, bien entendu, encore une fois, un rappel, si vous avez une initiative, un événement ou même une nouvelle que vous aimeriez que je partage lors du prochain épisode la semaine prochaine, écrivez-moi nouvelle@lajoiedelasemaine.com et ça me fera plaisir de vous répondre et d'en parler. Voilà, donc ça, c'est les 5 initiatives, les 5 événements qui s'en viennent. On passe maintenant au segment des nouvelles. Et vous voyez, j'essaie d'être un peu plus expéditif. Question de garder ça dans un horizon de 20-25 minutes par épisode. Encore une fois, une belle revue d'actualité. Du côté de l'actualité, justement, les startups qui ont fait la une. Tout d'abord, Kima, qui était justement la PME Innovation dans la presse ce lundi. Excellente entreprise, si vous ne connaissez pas, fondée par Samuel Lemire-Dupont et Jenny Essiambre, excuse-moi, j'ai fait botcher ton nom. Ils ont développé un déodorant écologique, dans le fond, c'est qu'il y a un applicateur, puis également, finalement, une recharge qu'on peut mettre. Puis ils ont également fait la même chose récemment, je pense que ça a été lancé peut-être la semaine passée ou il y a 2 semaines, un baume à lèvres avec la même fonctionnalité. Donc, lancé en 2020, ça fait maintenant bientôt 6 ans qu'ils sont en opération. Lâchez pas, c'est une belle visibilité que vous avez vue dans la presse. Puis je pense que ça peut juste faire en sorte que les gens découvrent votre produit qui est même disponible dans plusieurs détaillants, si je ne me trompe pas, même dans les Jean Coutu. En tout cas, je pense que je l'ai déjà vu. Je vous ai dit en intro, il y avait Wellseeker. Ça a été annoncé tout récemment, mais ça fait la 2e fois qu'elle obtient une reconnaissance internationale pour sa solution. Wellseeker, si vous ne connaissez pas, dans le fond, c'est une application avec l'IA qui permet de faire un mapping des différentes, principalement des baleines, mais des cétacés qui se retrouvent dans les cours d'eau, donc avec l'imagerie. C'est excellente. Honnêtement, c'est une excellente entreprise. Puis Émilie Charité-Tessier, chevronnée comme fille, une belle entreprise qui navigue entre justement Rimouski et Montréal et qui est finalement soutenue par Pêche et Océan Canada et même le Fonds mondial pour la nature. Donc, belle reconnaissance. Parmi les 100 meilleures innovations en intelligence artificielle, je vais le dire au complet, au monde, selon le Centre international de recherche sur l'intelligence artificielle de l'Organisation des Nations unies de l'UNESCO. Voilà. Voilà. Belle récompense. Bravo. C'est dans la presse, Info Bref et même d'autres nouvelles. Donc, bravo, Wellseeker. Quelques nouvelles plus régionales, mais je trouvais ça intéressant.
DX Recherche, qui est une entreprise dans le développement finalement de solutions et d'essais cliniques pour les maladies comme l'Alzheimer, ben, ils ont ouvert un nouveau site de recherche clinique à Sherbrooke avec un investissement d'1,5 million. Donc, bravo, j'ai entendu ça dans les nouvelles en Estrie. Donc, DX Recherche dans le secteur plus justement de la recherche. Ça le dit. Vosker, du côté de Victoriaville, cette start-up, honnêtement, rendue là, c'est pas tant une start-up, mais c'est quand même une belle PME qui travaille justement en surveillance de pointe. Donc, elle vient de faire une acquisition d'une entreprise de l'Estonie qui s'appelle Recognize et elle a également obtenu un financement supplémentaire de 200 millions de dollars par créance prioritaire de la part de Banque nationale et d'autres créanciers. Donc, Vosker, vent dans les voiles. Si vous ne connaissez pas l'entreprise en cybersécurité, ça vaut la peine du côté de Victoriaville. Et une entreprise de Saguenay, pilotée d'ailleurs par les jumeaux, le Bascor et Ruby Goua. Des fois, je les vois, on les voyait peut-être dans les entreprises, dans les organisations, les événements plutôt à Montréal. Moi, je la vois ici d'ailleurs à Axé. Mais TLM, leur entreprise, a fait une acquisition d'une autre entreprise canadienne qui était aussi basée à Arvida ou qui a démarré en tout cas dans la région, Simply PHP. J'ai vu cette nouvelle-là dans Informe Affaires, justement un média local de Saguenay. Donc, bravo TLM, si vous ne connaissez pas. Toujours bon. Ça fait justement une entreprise qui fait dans le développement logiciel depuis maintenant 20 ans. Et enfin aussi, ben, c'est pas. Je vous ai parlé de 5 nouvelles un peu, mais également il y a eu des levées de rondes qui ont été annoncées, puis je vais essayer de les faire en vrac. Appli Robotics de 16 millions de dollars en round seed, une entreprise qui se spécialise dans la technologie haptique. Donc voilà, 16 millions pour pouvoir et même développer finalement des systèmes d'IA avec leur plateforme matérielle. Et Caster Technologies qui a levé 1,6 millions en pre-seed mené par Graphite Ventures qui développe finalement des plans de production pour la chaîne de pharmaceutique. Voilà, deux belles nouvelles dans BetaKit qui ont été annoncées cette semaine. 5 coups de main pour terminer. La semaine passée, c'est l'événement Énergique et Innové, finalement, qui est l'organisateur de l'événement, ont annoncé un investissement de 4 millions de dollars pour un projet qui s'appelle RivGen, un montant financé par le gouvernement du Canada. L'objectif de cette solution, cette initiative, c'est une technologie hydrocinétique de pointe développée par ORPC Canada. Je lis mes notes parce qu'honnêtement, c'est très technique. Mais ce projet-là, avec 4 millions de dollars, on va être capable de travailler finalement dans le fleuve Saint-Laurent. L'objectif étant justement de voir si la technologie peut être déployée à plus grande échelle, notamment dans le Grand Nord, dans des zones éloignées. Fait qu'un beau potentiel commercial pour cette solution-là. Avec 4 millions de dollars du gouvernement du Canada, ça a un beau potentiel. Deux nouvelles du côté de Québec. La Ville de Québec va soutenir Persévérance entrepreneuriale. Si vous ne connaissez pas Persévérance entrepreneuriale, un organisme de soutien à l'entrepreneuriat, dont notamment Nathalie Riverain était au sommet, donc je la salue. Persévérance vont pouvoir offrir, avec ce soutien-là financier de 150 000 l'accompagnement pour 60 entreprises sur 2 ans, là-bas, à Québec. Persévérance fait beaucoup justement dans le soutien en santé mentale, santé globale pour les entreprises, pour les entrepreneurs qui ont des défis justement avec la croissance vient beaucoup de stress, fait qu'ils viennent un peu créer soit des rencontres avec des intervenants ou des rencontres en groupe pour être capable de justement parler de tout ça et essayer de sécuriser un peu les entrepreneurs à travers les défis qu'ils vivent lors de croissance. Donc, Persévérance entrepreneuriale, excellente organisation. Et d'ailleurs, vous pouvez même donner, si vous trouvez que la mission vous parle, vous pouvez donner à l'organisation avec un don en argent. Donc, allez-y. Puis l'aide financière de la Ville de Québec, bien entendu, c'est porté par la vision entrepreneuriale de Québec 2030. Voilà pour la Ville de Québec. Deuxième nouvelle, Scale AI qui va déployer des projets justement dans la zone économique métropolitaine de Québec, avec un soutien financier du gouvernement du Québec en plus, et Québec International qui reçoit un montant pour pouvoir déployer ces solutions-là. Donc, à suivre. Honnêtement, la nouvelle était comme très en mode boum, on attaque, on va faire plus de projets dans la Ville de Québec pour l'adoption de l'IA. Donc, moi, je suis toujours partant pour ça. Reste à voir qu'est-ce qui va en découler. Et deux éléments. C'est pas tant des nouvelles, des initiatives, mais en fait, c'est très clairement des nouvelles. Mais la première concerne justement du financement en capital de risque, même du financement plus large, qui a été prévu dans le budget, donc 750 millions de dollars. L'objectif étant d'augmenter le nombre d'entrepreneurs en début de parcours qui se lancent au Canada. Et NACO, qui est une organisation finalement qui rassemble des investisseurs, des anges investisseurs du Canada,
eux, ils souhaitent finalement faire une table ronde pour parler de l'importance de déployer ce montant-là le plus rapidement et que ça réponde aux impératifs qu'eux, ils voient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises canadiennes qui sont lancées, en fait, d'entrepreneurs canadiens qui lancent des entreprises aux États-Unis. On l'a entendu avec le back and forth de Y Combinator dans les 2 dernières semaines. Le défi de pouvoir retenir finalement des entrepreneurs, des talents qui viennent bâtir des entreprises ici canadiennes qui créent l'économie du Canada. Mais également le défi justement de rétention de talent. Il y a beaucoup de gens qui vont aller justement travailler pour des entreprises qui ont été créées aux États-Unis, donc on perd du talent qui pourrait créer des entreprises ici. Donc, NACO fait une table ronde la semaine prochaine. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, je partagerai le lien justement dans mon infolette également la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à regarder ça, NACO Canada. Des belles initiatives qui font de leur côté. Puis honnêtement, il y a un événement chaque année. Moi, ça me fait toujours plaisir d'y aller. Je ne sais pas si cette année, je vais y aller encore une fois, mais honnêtement, c'est un bel événement. Et dernière nouvelle qui a attiré mon attention, puis honnêtement, c'est très profond. Puis bravo là, à l'excellent journalisme de Madison Abbey-Leggett pour avoir fait un approfondissement sur le sujet. Mais c'est l'enjeu avec la BDC. Il n'y a pas de gros enjeux, mais le défi qu'il y a, c'est que BDC, ça reste quand même un grand investisseur en capital de risque. Et plusieurs firmes de capital de risque qui ont lancé des fonds puis qui ont eu justement, ils rivalisent un peu pour être capables d'investir dans des bons projets. Bien, semble justement qu'il y avait beaucoup plus de rivalité avec BDC qui agit autant en tant que fonds de fonds. Donc, ils vont finalement investir dans des fonds de capital de risque puis vont aller chercher un retour sur investissement selon les investissements que les firmes de VC vont faire, mais également agissent comme firme de capital de risque qui crée finalement une espèce de pression. Donc, en 2023, il y a eu une étude qui a été réalisée sur justement une étude interne sur BDC. Et ça a l'air que toutes les conversations qui ont été faites avec les VC n'ont pas été répertoriées dans l'étude approfondie sur BDC. Fait qu'on trouvait ça, dans l'article, ça disait que c'était un peu dommage parce que finalement, les mêmes enjeux continuent d'être vécus 3 ans plus tard et que là, il va y avoir une revue complète de BDC qui est faite à chaque 10 ans. Puis on espère vraiment que ces enjeux-là vont être adressés. Ce qu'on plaidait notamment, c'est qu'il y avait comme littéralement le double d'argent qui était investi directement plutôt qu'indirectement dans les fonds. Notamment aussi le fait que LabExcel a été créé, c'était une autre pression supplémentaire qui venait un peu faire une concurrence indue sur les fonds de capital de risque existants. Voilà, vous lirez l'article dans Abbey-Leggett, mais c'est un sujet qu'on va suivre attentivement. Et ça m'amène justement à vous parler de mon commentaire de la semaine. En fait, étrangement, j'aurais aimé, puis je m'étais même préparé à parler de Defense Tech. Parce que, pas notamment, mais c'était prévu cette semaine, mercredi, que le gouvernement Carney allait dévoiler sa stratégie nationale d'armement et de défense. Bien entendu, avec les nouvelles qui se sont passées en Colombie-Britannique, on peut comprendre que c'est peut-être pas si pertinent aujourd'hui, en cette semaine, alors qu'il y a des gens qui sont fait tuer par une personne qui a pris les armes, de parler d'armement. Fait que il me semble qu'il y aurait une petite dissonance à ce niveau-là. Fait que ça a été déplacé ultérieurement, probablement la semaine prochaine, en tout cas, peut-être. Et si c'est le cas, la semaine prochaine, je pourrais même faire un lien avec le hymne en Défense Tech que j'organise, ou en tout cas que je serai présent. Fait que je ne parlerai pas de ça cette semaine. Je ne parlerai pas non plus des fusions-acquisitions. C'était une mention que j'avais faite la semaine passée. Je vais vous parler plutôt, comme je l'ai dit en introduction, des réflexions qui me sont venues après mon passage au sommet main à Shawinigan. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé pendant 3 ans en main. J'ai aucun problème avec l'organisation. Notre mission, la mission qu'on portait, en tout cas la mission que je portais lorsque j'étais là-bas, j'y crois encore. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comme s'assurer que le plus d'entrepreneurs possible soient accompagnés. On veut les aider à accélérer leur croissance. Puis l'accompagnement est hautement pertinent pour faire en sorte que les entrepreneurs se structurent mieux et avancent plus vite. C'est ça le but d'un accélérateur, finalement. Mais ma question, ça reste quand même que vous, là, si vous êtes entrepreneur, vous écoutez ça, vous dites, mais à quoi bon d'avoir un écosystème d'accompagnement? Je veux dire, et personnellement, j'aurais vraiment aimé qu'on parle plus des nouvelles pratiques d'accompagnement pour justement contrecarrer le fait que moi, si je suis un entrepreneur, j'en suis un, mais si jamais je suis en plus avec une start-up, un produit physique, le vibe coding, aller chercher de l'information avec l'IA pour être capable de trouver mieux mon modèle d'affaires, c'est tous des outils que je fais maintenant. Puis, si je ne retrouve pas ça dans l'accompagnement que je vais chercher dans un incubateur accélérateur, je vais me poser la question à savoir vraiment s'ils savent ce qu'ils font puis s'ils peuvent vraiment m'aider. Puis, c'est au même niveau là, en médecine.
j'entendais un article là, qui disait qu'il y a beaucoup, je pense que 70% des gens vont consulter, ou 90% des gens vont consulter l'IA quand ils vont avoir un pépin de santé pour valider, voir si leurs symptômes sont justes ou pas justes. Bien que 70% des gens sont sceptiques. Ça reste que c'est quand même le réflexe maintenant de plus en plus utilisé d'aller regarder vers l'intelligence artificielle pour trouver des solutions. Et on ne peut pas penser qu'en entrepreneuriat, ça va être différent. La différence étant que, bien sûr, quand tu es malade, quand tu as des enjeux de santé, même si l'IA te confirme tes propres intentions, hypothèses, tu vas aller consulter un médecin pour te soigner. Ça devrait être le même réflexe en entrepreneuriat. Il devrait y avoir ce réflexe de me dire, ben moi, je pense que mon modèle d'affaires doit être pas pire, mais avant de déposer ma candidature pour un financement à Desjardins ou une banque ou un investisseur, je pense que ça serait bon de consulter avec quelqu'un qui a l'expertise, qui est coach, qui est expert pour m'aider. Le défi étant, puis c'est ça qu'on a parlé beaucoup au sommet notamment, comment on certifie l'expertise d'un accompagnateur? Je veux dire, oui, il y a de l'expérience probablement. Il y en a qui sont des entrepreneurs qui ont voulu aider de nouveau. Mais il faut être capable de démontrer ça. Et surtout, je vous l'ai mentionné tout à l'heure quand je parlais des primo-adoptants, là, on est 42 organismes, puis même plus, qui offrent des services d'incubation, d'accélération. C'est sûr que ça peut rendre un défi. C'est un des plus grands défis qu'on avait à main. C'est d'exposer le fait qu'il y a beaucoup d'organismes, des organismes des fois qui font peut-être des choses similaires, bien que oui, c'est important d'en avoir en région, dans les secteurs d'activité, mais moi, dans ma perspective, si tu es entrepreneur, ce que tu veux, c'est vraiment trouver les voies de passage, puis trouver des gens qui collaborent ensemble puis qui peuvent t'aider exactement là où tu as besoin d'être, sans avoir à toujours réappliquer, repostuler, renvoyer des candidatures. Faire écosystème, puis c'est un des thèmes du sommet. Faire écosystème, c'est ça. C'est de collaborer, travailler ensemble, puis le temps qu'on prend, nous, à jaser des meilleures pratiques d'accompagnement, puis peut-être même d'amener des promesses qui ne seront peut-être pas réalisées sur qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux, bien, c'est du temps qu'on n'est pas en train de faire à aider des entrepreneurs, puis c'est ça notre réalité. Oui, c'est important de le faire, puis c'est comme ça que les politiques publiques vont se faire, puis vont changer, puis on va développer économiquement notre Québec de demain encore meilleur. Mais c'est important de parler, de travailler ensemble, de trouver des solutions. Et surtout, notre plus grand défi, puis Nathalie Riverain le rappelait hier, c'est qu'on a un défi de création d'entreprise et création d'entrepreneurs. On a de moins en moins d'entrepreneurs qui se lancent. Il y a des excellents défis comme le coopératon, puis shout-out n'importe qui travaille au coopératon en ce moment. Il y a plein de défis comme ça qui existent pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une meilleure impulsion. L'École des entrepreneurs du Québec le font à merveille, mais il en faut plus. Parce qu'on est passé de 200 000 en création d'entreprise il y a 30 ans. On est rendu à 100 000 maintenant. Puis oui, le repreneur, c'est une chose, mais on peut casser les dents en premier, essayer de bâtir une business avant de commencer à faire une reprise d'entreprise. Je pense que c'est ça l'objectif. Donc, voilà mon commentaire de la semaine, ma réflexion sur le sommet. Encore une fois, bravo pour cette organisation-là. Bravo pour le sommet de réunir des gens qui parlent informellement, formellement également autour de sujets d'importance pour être capable de mieux accompagner les entrepreneurs. C'est sûr que ce serait le fun que ce soit encore plus... il y ait plus de gens qui se promènent puis qui soient là. Il y a quand même une communauté de 400 accompagnateurs qui sont présentes, puis honnêtement, à peu près 2500 personnes à travers le Québec qui accompagnent des entrepreneurs. Vous les voyez pas toutes, on les connaît pas toutes, c'est pas grave, mais vous en connaissez sûrement un dans votre réseau qui vous aide. Et si je peux vous aider encore plus à vous retrouver, bien retrouvez-moi chaque vendredi midi à écouter mon podcast et vous donner un peu plus de clarté sur les prochaines étapes pour bâtir votre business. Donc voilà, c'est tout et on se reparle la semaine prochaine. Bye!